Bienvenidos a todos dans ce nouvel épisode des podcasts. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet profond qui malheureusement parfois peut être douloureux mais qui est essentiel. C'est donc les non-dits familiaux que je vais aborder aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je vais parler de ce sujet-là? Parce que clairement, c'est pas tout à fait du développement personnel. Donc vous allez vous demander, ouais, mais pourquoi tu nous parles de santé mentale? Enfin, ton truc c'est le dev perso, tout ça, ouais, ok. Tout simplement parce que, bon, vous n'êtes pas sans savoir, pour celles qui me suivent sur les réseaux aussi à côté, que je suis passionnée de santé mentale, de développement du cerveau, etc., etc. Et tout ce qui s'ensuit, donc évidemment de développement personnel également. Celles qui ont suivi aussi, notamment sur mon compte The Cocoon, le podcast, vous savez que j'ai passé une certification en psychothérapie. Ok, pourquoi une certification et pas un diplôme? Parce que la certification me donne en fait toute la théorie, tout ce que j'ai besoin de savoir en fait et de connaître. La seule différence avec le diplôme, c'est principalement ça va être la pratique en fait. C'est-à-dire on a des stages en fait à faire dans voilà, par exemple les hôpitaux psy, etc. Donc voilà, sur terrain quoi, on va dire clairement c'est ça. Pour mettre en pratique justement toute la théorie qu'on nous apprend. Malheureusement, vous doutez bien qu'en étant maman de 3 enfants à plein temps, en gérant tout ça toute seule, parce que mon mari est à l'extérieur principalement, donc voilà, c'est moi qui gère tout ça, plus le boulot, etc., la maison, etc. Bon, clairement, j'ai pas de créneau de dispo pour après aller faire la pratique à côté. Donc j'ai déjà eu beaucoup de mal à trouver un créneau pour faire la théorie, donc la pratique, beaucoup moins. Donc voilà, malheureusement, j'aurais adoré faire la pratique puisque c'est la partie clairement la plus fun du boulot. Mais bon, sachant que je l'ai pas fait pour le professionnel, enfin, pas pour devenir psychothérapeute, hein, c'est pas mon objectif. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, donc je voulais être formée pour pouvoir aborder quand même avec vous des sujets et connaître mon sujet, c'est le cas de le dire. Donc ça, c'est la première raison à cet épisode. Et la deuxième, c'est surtout ça, c'est que nous sommes en ce moment même en pleine 34e édition des SISM. Donc là, c'est du 9 au 22 octobre, du coup, cette année. C'est quoi le SISM? C'est en fait les semaines d'information sur la santé mentale, tout simplement. Donc ça me tenait à cœur de sauter sur l'occasion pour aborder ce genre de sujet avec vous. Donc on va voir ensemble les non-dits familiaux. Donc comment est-ce que ces secrets, ces traumas enfouis, comment est-ce qu'ils se transmettent de génération en génération, premièrement. Et évidemment, à la fin, comment est-ce qu'on peut faire pour briser ce cycle clairement pas vertueux, pour pouvoir vivre librement. Donc installez-vous bien, prenez une petite infusion, un petit café, enfin ce que vous voulez, mettez-vous à l'aise et puis on va voir ça ensemble. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis la maman de 3 enfants, âgés de 13 à 4 ans, accompagnatrice en développement personnel, future praticienne en psychothérapie et amoureuse de la vie. Je souhaite la bienvenue sur le podcast The Cocoon, un podcast dédié aux femmes qui veulent vivre une vie sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission, c'est de vous guider dans la transformation de votre soi intérieur afin de vous donner les ressources pour transformer votre vie. Chaque semaine, je vous partage mes conseils et astuces, de l'inspiration, mes réflexions et mes phases d'introspection, afin de vous aider à reprendre la main sur votre vie, à faire de la place pour plus de self-love et d'alignement. Chaque jour, vivez plus en conscience. Apprenez à vous connaître et à incarner votre vérité. Grâce à ces épisodes, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie. Comme d'habitude, si vous aimez le podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Ensemble, épanouissons-nous dans nos vies. Donc dans cette première partie, on va voir ce que c'est que les non-dits familiaux. Donc ce sont, vous savez, ces secrets, ces histoires de famille ou tous ces traumas qui n'ont jamais été discutés ouvertement dans une famille. Donc il y a des sujets qui reviennent quand même, si on prend la moyenne des Français par exemple, il y a les sujets principaux, ça va être les affaires d'agression sexuelle, de viol, de pédophilie, etc., etc. Ça, ce sont des sujets qui reviennent malheureusement, c'est très grave, mais malheureusement principalement. Je ne vais pas donner mon avis personnel sur le sujet puisque je vais vous le dire parce que ça me démange et puis parce que on est entre nous. Mais clairement, je ne sais pas si vous connaissez Andrea Bescon.
voilà, qui est une actrice et une militante aussi pour les droits de la femme notamment. Et comme elle le dit très justement, en France malheureusement, c'est le pays préféré des violeurs, quoi. Parce que la justice est très mal faite et que les pédocriminels, par exemple, peuvent encore exercer leur métier alors qu'ils viennent d'être arrêtés pour des faits de ce genre. Voilà. Donc ça, ce sont malheureusement des problématiques, des affaires, des crimes qui sont vécus par énormément de personnes et qui restent là, voilà, chez la victime. Et puis, malheureusement, la victime, la survivante, je pense, on peut dire. Et qui ne sont pas dits au grand jour, qui ne sont pas parlés, voilà, qui ne sont pas évoqués en famille, etc. Donc voilà, donc ça c'est typiquement le genre de sujet, voilà, de trauma qui reste caché et puis qui est jamais évoqué. Ça peut concerner des événements douloureux, des relations toxiques aussi, ou des tragédies, par exemple, des accidents de voiture, par exemple, typiquement, qui ont traumatisé quelqu'un et puis voilà, la personne n'en a jamais parlé, le garde au fond d'elle et puis voilà, ça reste un trauma qui n'est pas traité. Donc les origines des non-dits, ça peut du coup être justement ces secrets qui peuvent naître d'événements traumatiques comme les guerres, typiquement. Donc ça c'est très typique chez les soldats qui partent défendre leur pays. Les migrations forcées, des abus par exemple, des scandales, etc. Ça peut avoir un impact sur la famille, parce que même s'ils ne sont pas exprimés, ces non-dits, ils laissent une empreinte, évidemment. Il y a un trauma qui reste là, donc ça a évidemment des conséquences chez la personne concernée et chez les autres. Ça peut créer des tensions, ça peut créer des malentendus, ça peut créer des ruptures. Et enfin, on va avoir les signes des non-dits. C'est-à-dire, vous savez, ces phrases répétées comme on parle pas de ça ici. Ou ça, c'est très, très typique dans les affaires dont je viens de vous parler précédemment. Ou des sujets tabous aussi, qui sont souvent des indicateurs de non-dits. Donc dans cette deuxième partie, on va voir comment est-ce que les traumas ils se transmettent. Ça, c'est la partie problématique aussi la deuxième partie problématique du trauma, des non-dits. On appelle ça la transmission intergénérationnelle. C'est un phénomène qui est fascinant mais qui est complexe. On va voir, je vais vous parler de 3 points principaux. Le premier, ça va être ce qu'on appelle la modélisation comportementale. Qu'est-ce que c'est ? La modélisation comportementale, c'est, vous savez, les enfants apprennent en observant leurs parents. Vous n'êtes pas sans le savoir. Il n'y a qu'à voir quand la manière dont vous parlez, par exemple, vos enfants vont vouloir vous imiter. Si vous commencez à vous déguiser ou à mettre du vernis, vous maquiller, il arrive un âge où votre enfant va vouloir faire pareil, que ce soit un garçon ou une fille d'ailleurs, etc., etc. Un parent qui crie, typiquement, ça donnera des enfants qui crient. Souvent, on se dit, mais j'en ai marre, il est tout le temps en train de crier. Oui, mais il l'a pas inventé. Ok ? Un bébé, un enfant ne crie pas. En fait, à la base, un enfant ne crie pas. C'est quelque chose qui fait grâce à cause, pour le coup, à ces neurones miroirs qui captent les choses et les retranscrivent, les absorbent et voilà. Et après, ils font de même. Donc, si un parent, du coup, de ce fait, a des comportements traumatiques qui ne vont pas être résolus, qui n'aura pas été voir un thérapeute, un psychothérapeute, un psychologue, etc. L'enfant, il va avoir tendance clairement à les absorber, et à les adopter inconsciemment. Évidemment, c'est pas conscient. Votre enfant ou l'enfant en question, il s'en rend absolument pas compte. C'est juste que c'est tellement... en fait, c'est naturel. Mais même nous, à l'âge adulte, je prends mon exemple, par exemple. Moi, j'ai côtoyé quelqu'un, j'ai été en couple avec quelqu'un qui était de Marseille, il y a quelques années, il y a très longtemps, puisque ça fait déjà un moment que je suis avec mon mari, évidemment. Au bout d'un mois, j'avais l'accent du sud-est. Voilà. Parce que nos neurones miroirs fonctionnent comme ça. Quand on est adolescent, par exemple, vous savez, même ça peut même arriver à l'âge adulte, mais c'est très typique de l'adolescence. Je sais pas si vous avez des ados, mais nous à la maison on l'a vu. C'est quand même assez drôle. Quand les enfants, traînent entre eux, ils ont leur petit groupe de copains, de copines, etc. Ils vont prendre les mimiques, les manières et les expressions, etc. des autres copains.
parce que, bon, là, en plus, ils sont dans un âge où le cerveau, il est en train d'exploser, il prend une grosse claque sur le plan voilà, développement, etc. Mais c'est tout à fait normal, en fait. Nos neurones miroirs sont là pour absorber les informations qu'ils voient et les prendre au pied de la lettre et faire pareil, quoi. Voilà. Donc là, voilà, c'est le premier problème. Du coup, voilà, la première façon de transmettre un trauma, c'est justement grâce aux neurones miroirs, donc ce qu'on appelle la modélisation comportementale. Deuxième point, ça va être la communication verbale et non verbale. Vous allez me dire, oui, mais moi je fais attention comment je parle, nanana. Oui, mais il y a aussi le non verbal. Ok, c'est-à-dire notre corps, ok, nos mimiques, nos gestes, toute la gestuelle. En fait, d'ailleurs, on parle beaucoup plus avec nos corps qu'avec des mots, en fait. Donc les histoires qui sont pas racontées, les émotions qui sont réprimées, donc qui ne sont pas exprimées, elles peuvent être ressenties et intériorisées par les enfants. Les enfants, n'oubliez pas que ce sont des éponges. Ils sont tout neufs, ils absorbent tout ce qu'on nous on voit pas. Eux, ils chopent tout. Ok ? Et c'est un peu comme les microbes, quoi. Mettez un gamin en collectivité, il va tout choper. Bah, là, c'est pareil. Donc les silences, par exemple, ça peut être les regards, les attitudes qui peuvent en dire long. Nous, on se rend pas compte parce que malheureusement, on est tellement habitué à vivre comme ça, avec ces schémas-là, que c'est intégré en fait dans nos habitudes. Sauf que l'enfant, lui, il est tout neuf. Comme je viens de vous le dire, il absorbe tout. Donc voilà, donc lui, non, c'est pas tout neuf pour lui, donc il va tout prendre et malheureusement, il va tout garder. Et enfin, troisième point, ça sera les répétitions des schémas. Donc sans prise de conscience et surtout sans intervention, c'est-à-dire sans aide, pour le coup, de quelqu'un de professionnel de la santé mentale, donc psychothérapeute, thérapeute, psychologue, psychiatre, etc. Bref, la liste est longue. Sans ces personnes-là, sans un suivi clair et précis, qui doit durer le temps que ça durera, les schémas traumatiques, ils vont forcément se répéter. C'est comme ça. Souvent, on pense qu'on peut réussir seul, mais en fait, non. Pour le coup, là, quand on a un trauma, clairement, je vous le dis, ça peut faire chier, il n'y a pas de terme, mais non, vous n'arriverez jamais à vous en sortir toute seule. Jamais. Il peut y avoir un moment, oui, vous avez l'impression d'aller mieux parce que vous avez rencontré quelqu'un ou parce qu'il s'est passé un super truc dans votre vie et du coup, ça vous relance, ça vous remet du... Voilà. Mais non. Ça va revenir. Parce que ça n'a pas été travaillé, parce que c'est encore là. Vous voyez, c'est comme... on voit souvent les gamins qui disent « C'est bon, j'ai rangé ma chambre, maman. » Et puis on va deux secondes après, on va voir dans la chambre. En fait, oui, non, c'est juste caché en dessous le lit ou sous le tapis ou dans l'armoire, quoi. Il n'y a absolument rien de trié, c'est pas rangé, rien du tout. Donc voilà, sans prise de conscience des interventions, malheureusement, les schémas traumatiques, ils ont le risque de se répéter. Par exemple, un parent qui a vécu l'abandon, il peut, sans le vouloir, reproduire ce schéma avec ses propres enfants. Alors, peut-être pas de là, surtout quand c'est voulu, à abandonner son propre enfant, mais il peut avoir des attitudes qui sont un petit peu dans le même genre, c'est-à-dire fuir les occasions de faire des câlins, fuir les activités, fuir un peu la relation, quoi, en fait. Ok ? Donc voilà. Dans cette troisième partie, on va voir ensemble, comme d'habitude, quelques témoignages. J'aime bien faire ça, là j'ai pris l'habitude, j'aime bien. Donc j'ai recueilli du coup 3 témoignages de personnes qui ont gentiment, d'ailleurs je vous remercie, j'ai changé les prénoms, donc voilà, mais les personnes concernées se reconnaîtront. Mais voilà, je vous remercie d'avoir bien voulu participer et jouer le jeu parce que c'est pas évident en plus de confier ça. Donc merci pour votre confiance. Donc on a Alexandra qui a 28 ans et qui m'a confié que en me disant ma grand-mère a fui la guerre. Elle n'en parlait jamais. Mais cette peur, cette anxiété, je la ressens encore aujourd'hui. J'ai dû travailler sur moi pour comprendre d'où venait cette angoisse. Donc c'est-à-dire que cette femme-là, Alexandra, 28 ans, a une grand-mère qui a connu la guerre, malheureusement, qui l'a fui, pour qui ça a été un traumatisme, évidemment, ça va sans dire. N'ayant pas réglé, traité ce trauma, surtout que c'était une génération qui clairement faisait pas ça, aujourd'hui on sait que ce sont des choses qui se font, que c'est même très très bon, que c'est très très bien, que c'est absolument normal, enfin que voilà, on n'est pas fou pour autant. Donc voilà, du coup Alexandra a récupéré l'anxiété, l'angoisse de sa grand-mère, alors qu'elle-même n'a pas connu la guerre pour le coup.
Mais voilà, c'est tellement ancré dans les générations. Donc c'était sa grand-mère, ça veut dire que certainement que son père ou sa mère, voilà, l'enfant de sa grand-mère, a dû grandir avec ça aussi et attraper ça. Donc vous voyez, ça fait quand même 3 générations d'abîmés, de traumatisés, alors que en fait, il y aurait pu en avoir qu'une. Il y aurait pu en avoir qu'une et que cette génération-là, en plus, cette première personne, aurait pu très bien vivre le reste de sa vie en ayant traité la chose dès le début. Bon, là, c'est très générationnel aussi, mais voilà. Ensuite, on a Karima, 34 ans, qui me dit « Mon père avait une relation compliquée avec l'argent à cause des dettes de son propre père. » Ok, donc là, on est déjà dans 2 générations, là. Elle me dit « J'ai hérité de cette méfiance et j'ai dû apprendre à gérer mes finances sainement. » Donc ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Évidemment, puisque je connais quelqu'un dans mon entourage proche qui est très, voilà, qui a des gros soucis avec la vision de l'argent, etc., qui ne voit pas l'argent de manière saine, bref. Et évidemment, une personne qui, du coup, ne se prend pas en main non plus pour gérer cette problématique, bien sûr, ça va sans dire. Donc voilà, donc là, typiquement, deuxième génération, du coup, à récupérer les traumas de son papa, là. Et enfin, nous avons Léa, qui a 40 ans, qui me dit « Ma mère a toujours été surprotectrice à cause d'un accident qu'a eu sa sœur. J'ai dû apprendre à surmonter cette peur constante et à vivre ma vie pleinement. » Donc imaginez le quotidien de cette gamine. Enfin là, pour le coup, elle a 40 ans, mais quand elle était enfant, quand elle était ado, ça a dû être super dur. Parce que du coup, c'est une dame, ça a dû être super dur pour elle, mais pour sa maman, j'imagine même pas. Parce que ça veut dire que cette maman a grandi dans l'angoisse. Tout le temps. Enfin, a vécu dans l'angoisse tout le temps parce que sa sœur a eu un accident. Donc, elle était persuadée que c'était quelque chose que sa fille pouvait avoir. Et qu'elle allait forcément l'avoir, parce que, bon, bah voilà, tout le monde, ça arrive à tout le monde. Voilà, dans sa logique, hein, évidemment. Hein, c'est évidemment du sarcasme. Donc voilà, c'est très très important d'identifier ça, quoi. Justement, on va en parler de comment briser le cycle dans la 4e partie. Alors, justement, 4e partie, comment mettre fin à cette transmission ? Parce que bon, clairement, il y a des choses qu'on aime bien transmettre, les bonnes valeurs, l'argent, patrimoine, enfin plein de choses. Pas ça. Ça, les traumas, clairement, on s'en passerait bien. Je pense que nos parents se passeraient bien de nous les refiler et nous, on se passerait bien de les récupérer. Donc, premier point, ça va être évidemment la prise de conscience. Il n'y a rien qui peut commencer sans prise de conscience. Mais ça vaut pour tout, en fait. Hein. Mais là, pour le coup, c'est pour rester dans le sujet, il faut évidemment reconnaître et accepter l'existence de ces traumas. Ça, c'est la première étape. Donc, pour ce faire, on peut avoir des outils comme la généalogie, on peut avoir les thérapies familiales. Alors ça aide grandement. Mais bon, je peux concevoir que ça peut être compliqué parce que ça veut dire qu'il faut convaincre. Souvent, c'est ça, on est dans l'ordre de la négociation, là. Il faut convaincre, du coup, le parent, ou le grand-parent, etc. Enfin, les personnes concernées, du coup, des générations d'avant à venir consulter. Donc, un peu compliqué. Ou quand c'est nous qui sommes touchés, voilà, il faut rameuter toute la petite famille et puis faire ça ensemble. Mais par contre, ça a des vertus, une efficacité énorme. Voilà, c'est un peu comme les thérapies de couple. Voilà, le fait que tout le monde se prenne en main, évidemment que les résultats seront là, quoi. Voilà. Alors que quand on est à plusieurs et qu'il y a qu'une personne qui prend soin d'elle, bon, c'est plus compliqué. On est ralenti et puis il y a peu de chances que ça fonctionne sur le long terme. On a évidemment, deuxième point, la thérapie et le soutien. Donc évidemment, un professionnel ou une professionnelle peut aider à dénouer tout ça, à comprendre ces schémas complexes. Donc il peut y avoir évidemment la thérapie individuelle, les groupes de soutien aussi qui sont des ressources précieuses. Donc voilà. Mais clairement, accepter de l'aide. Et il faut beaucoup de courage pour accepter de l'aide, ok ? C'est pas du tout être faible. Ça, c'est une fausse croyance de merde. Parce que là, à un moment donné, faut dire les choses clairement, c'est de la merde. C'est du gros bullshit de dire c'est les gens faibles, c'est les fous qui vont voir les psys, qui vont voir les thérapeutes. Mais arrêtez ces conneries, quoi. Heureusement, les Américains sont moins cons que nous sur ce sujet-là, et eux, ils ont démocratisé complètement ça. D'ailleurs, on le voit même dans les films, dans les séries maintenant. Donc c'est pour dire à quel point c'est devenu normal. Et d'ailleurs, bien souvent, c'est même des gens qui sont plutôt d'une classe sociale assez élevée, assez aisée, qui se permettent d'aller chez le psy. Donc, au contraire.
Au contraire, ce ne sont absolument pas des gens fous, c'est des gens qui ont conscience qu'ils ont un problème et que, comme tout problème, il y a quelqu'un qui est là pour aider. Voilà, quand on a mal au ventre, on va voir un gastro-entérologue. Quand on a mal à la tête, on va voir telle personne, et ainsi de suite. Bon, là, c'est exactement la même chose, hein. C'est un médecin parmi d'autres. Donc voilà, accepter que vous ayez un problème, c'est la première chose. Aller régler ce problème en thérapie, c'est le deuxième point. Ok ? Parce que clairement, vous ne pouvez pas passer du 1 au 3 sans passer par le 2. Ça se saurait. Et ensuite, troisième point, ça va être la communication. Donc ça va être le fait de parler ouvertement des non-dits. C'est pas évident. Pour l'avoir vécu pour avoir été au cœur de la chose, je sais très très bien que c'est très difficile de parler ouvertement des non-dits, de partager les histoires familiales. Clairement, c'est quelque chose de libérateur. Une fois qu'on l'a fait, voilà, c'est ça. Mais il faut le faire. Et c'est pas évident. C'est pour ça qu'il faut passer, en général, on conseille de passer par la thérapie avant, parce que ça permet justement de se donner déjà ce courage, mais surtout de nous apprendre à comment est-ce qu'on peut faire pour, après, affronter, entre guillemets, la famille, les amis, etc., et en parler. Mais ça, vraiment, c'est vraiment une étape vers la guérison, c'est extraordinaire. Une fois qu'on a libéré tout ça, c'est énorme. Et enfin, le quatrième point, ça va être l'éducation. Donc ça va être apprendre et comprendre la transmission intergénérationnelle. Ça peut vraiment nous aider à éviter de répéter les mêmes erreurs. Parce que clairement, c'est le but, c'est de se soigner, parce que c'est ça. De se soigner, de se soulager, de s'apaiser. Et ensuite de faire en sorte que ça ne recommence plus. Ni avec nous, par nous-mêmes, ni nos enfants, etc., nos petits-enfants, etc., etc. Donc voilà les filles, les non-dits familiaux sont puissants, malheureusement. Mais voilà, on peut avoir le pouvoir dessus, on peut être capable de briser ce cycle en reconnaissant, en comprenant et en agissant. On peut vraiment offrir un avenir plus sain à nos enfants. Parce que c'est ça en fait, l'objectif. C'est pas seulement nous, c'est eux aussi. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine. Clairement, il faut se mettre ça en tête. Faut pas se dire, je vais aller, c'est bon, j'ai remarqué que j'avais un problème, je le dis. Je vais voir la psy et puis c'est bon, dans 3 semaines c'est réglé. Non. Alors dites-vous bien que ça peut durer des mois et pour certaines personnes ça peut durer des années. Ok ? Mais en fait, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, quoi. Ok ? Est-ce que vous préférez garder ce trauma et le refiler à vos gamins ? Est-ce que vous voulez être apaisé et apaiser l'avenir de vos enfants, leur présent aussi ? Voilà, il faut juste choisir ses batailles, quoi. Donc voilà, je pense que c'est un travail effectivement de longue haleine, mais c'est un voyage qui en vaut la peine. Vraiment. Donc voilà les amis, si cet épisode vous a parlé, vous a plu, vous a aidé, vous a fait du bien, voilà, vous avez kiffé, quoi. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Je sais que vous êtes nombreuses à me suivre principalement sur YouTube. C'est étonnant, mais pour un podcast, mais ma foi, pourquoi pas. Donc voilà, si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous si c'est pas fait, laissez un commentaire, ça me fera très plaisir. Et d'ailleurs, ce qui me ferait super plaisir, ça serait que vous me partagiez vos propres histoires. Déjà vous, ça vous ferait du bien parce que ça serait libérateur. Mais je trouve que c'est hyper important de partager son expérience. C'est pour ça que je le fais d'ailleurs souvent dans mes épisodes de podcast, parce que ça fédère. Ok, ça rassemble et on se rend compte qu'on n'est pas seul. On se dit oui, il y a pas que moi. C'est peut-être tout bête, mais c'est vraiment, ça fait du bien de se sentir soutenu, de se sentir entouré, de se dire qu'on n'est pas cinglé. En fait, il y a pas qu'à nous que ça arrive. Ok. Donc voilà, donc vraiment n'hésitez pas en commentaire déjà à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, et puis surtout voilà à partager vos propres histoires, vos expériences. Sachez quand même qu'elles peuvent aider quelqu'un. Voilà, donc si vous partagez mon épisode, ça peut potentiellement aider quelqu'un d'autre, mais partagez vos propres histoires, ça peut aussi aider quelqu'un d'autre. Donc voilà, puis bon évidemment abonnez-vous pour rien manquer des prochains épisodes. Donc voilà, sur ce, nous sommes jeudi 19 octobre, il est 10h02, je vais me grouiller parce que j'ai beaucoup de travail. Je sais déjà que j'aurai certainement pas tout fini d'ici à demain, mais enfin bon. Au moins l'épisode est dans la boîte, vous l'aurez lundi. Et puis voilà, sur ce, prenez soin de vous, je vous fais des besos et hasta pronto. Bye.